Le 26 avril 1986, une explosion silencieuse a changé le monde à jamais. Tchernobyl, la centrale nucléaire soviétique, a libéré un nuage radioactif qui a traversé les frontières et laissé des cicatrices invisibles qui perdurent encore aujourd'hui. Ce n'était pas un accident ordinaire. Ce fut un désastre, combinant erreurs humaines, secrets d'État et un réacteur présentant des défauts de conception que personne ne voulait reconnaître. Dans cette vidéo, nous explorerons chaque détail de l'incident de Tchernobyl, des premières heures de déni au travail héroïque des liquidateurs, en passant par ses conséquences environnementales, politiques et sociales, qui ont façonné la perception moderne de l'énergie nucléaire. Nous découvrirons comment la radiation invisible a affecté la vie de millions de personnes et pourquoi son héritage reste pertinent aujourd'hui. Toute l'information présentée est soigneusement vérifiée et basée sur des faits historiques prouvés. Restez jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi Tchernobyl demeure un avertissement mondial. Et n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à explorer les moments qui ont changé l'histoire. L'Union soviétique avançait, poussée par une foi absolue dans le progrès industriel et l'exhibition de sa puissance technologique. Le travail ne s'arrêtait pas. Des ouvriers hautement qualifiés opéraient de la machinerie lourde jour et nuit pour atteindre avec une précision mathématique les objectifs du plan quinquennal. À cette étape, ce plan avait un but clair et un nom sans équivoque. L'énergie nucléaire. L'atome représentait la promesse de prospérité future et, en même temps, la garantie de sécurité face à l'Occident, converti en armement de plus en plus puissant et dissuasif. Depuis les années 60, l'expansion de l'énergie nucléaire était devenue une priorité stratégique de l'État soviétique. De cette ambition est née la centrale nucléaire Vladimir Ilitch Lénine à Tchernobyl. À peine à 3 kilomètres de Pripyat a commencé à s'ériger ce qui serait la centrale la plus puissante du monde. Entre les éclairs de soudure et les affiches au visage de Lénine, des hommes et des femmes, en uniforme de travail ou blouse technique, ont participé à une entreprise colossale. Ils étaient conscients de leur rôle. Ils faisaient une partie de l'élite productive du pays. Ils jouissaient de certains avantages, mais le plus grand de tous était la certitude de construire l'avenir. La structure prenait forme lentement. Les énormes installations s'élevaient sur le paysage ukrainien, visibles à des kilomètres de distance. Des kilomètres de câbles et de tuyaux étaient posés avec une précision absolue, formant le système vital du réacteur. Chaque semaine rapprochait davantage le moment décisif, le chargement du combustible nucléaire et le début du processus qui fournirait de l'énergie à des millions de personnes. Lorsque les panneaux de contrôle ont commencé à s'activer simultanément, les jeunes ingénieurs observaient avec enthousiasme. Personne ne pouvait imaginer que ces mêmes indicateurs finiraient couverts de poussière et de silence. Personne ne concevait que les salles immaculées, parcourues par des techniciens vêtus de blanc, se transformeraient un jour en scène de désordre et de destruction. Le 4e réacteur est entré en fonctionnement complet en 1983. Déjà alors, bien que l'hermétisme informatif du système soviétique limitât tout débat public, des avertissements sur de possibles failles dans sa conception et son exécution ont émergé. On insinuait que les économies de coûts avaient réduit certaines mesures de sécurité. Nikolai Fomin, ingénieur en chef de la centrale, a démenti ces accusations en assurant que la centrale était complètement sûre et qu'une fusion du cœur était pratiquement impossible, même après des milliers d'années d'opération. Avec le temps, la routine s'est imposée. Les équipes enthousiastes ont laissé place à des travailleurs expérimentés, concentrés uniquement sur l'achèvement de leur tour sans incident. Ainsi se sont écoulés les jours jusqu'à une date qui changerait l'histoire.
samedi 26 avril 1986. 24 heures le plus tôt, Pripyat vivait étrangère à toute menace. Ses plus de 43 000 habitants profitaient d'un vendredi printanier, le regard tourné vers le week-end. Personne ne soupçonnait que ce serait le dernier jour de normalité. Pripyat n'était pas une ville soviétique quelconque. Conçue comme une ville modèle, elle offrait aux travailleurs de la centrale des conditions de vie exceptionnelles. Commerces approvisionnés, restaurants, installations sportives et culturelles. La communauté attendait avec enthousiasme l'ouverture d'un parc d'attractions, dont la grande roue dominait déjà le profil urbain. La ville était jeune, tant en âge qu'en esprit. Des couples se promenaient dans les parcs, des enfants jouaient dans les rues et la vie s'écoulait avec optimisme. De plus, cela ne faisait que commencer. Les plans officiels prévoyaient que la population croîtrait de façon exponentielle avec l'entrée en fonctionnement de nouveaux réacteurs. Pripyat s'est endormi sans le savoir. Les lumières des appartements se sont éteintes une à une et la centrale a continué de fonctionner comme chaque nuit. Mais pendant que la ville se reposait, à l'intérieur du réacteur numéro 4, quelque chose commençait à sortir de la routine. L'aube du 26 avril 1986 était sur le point de devenir la plus longue de toutes. Ce qui suit est une reconstruction de ce qui s'est probablement passé à l'intérieur de la centrale nucléaire de Tchernobyl durant cette aube. Plus de 2 décennies après le désastre, il existe plus d'une centaine de versions différentes sur ces événements. De nombreuses enquêtes sont restées incomplètes et des milliers de documents ont disparu des archives officielles après la chute de l'Union soviétique. Il est possible que la vérité absolue ne soit jamais connue. Cette version s'appuie sur les témoignages considérés comme les plus fiables, notamment ceux de qui étaient présents dans la salle de contrôle. À 0h23, l'ambiance dans la salle de contrôle du réacteur numéro 4 était anormale. La relève de quart avait eu lieu peu avant, mais la pièce était inhabituellement bondée. Près de 150 personnes occupaient un espace qui en abritait normalement beaucoup moins. Le calme habituel, marqué par l'observation routinière des indicateurs et de petits ajustements techniques, avait disparu. Même pour un observateur extérieur, il était évident que ce n'était pas une nuit normale. Parmi tous les présents, 3 figures clés se détachaient. Le plus jeune était Leonid Toptounov, âgé de 23 ans. Il avait sous sa responsabilité la régulation directe du réacteur, une tâche délicate qui incluait le maniement des barres de contrôle. Son expérience à la centrale était limitée. Il ne travaillait là que depuis à peine 3 mois. Le second était Alexandre Fyodorovitch Akimov, 33 ans, superviseur du quart de nuit. En théorie, il était l'autorité opérationnelle maximale durant ces heures. En pratique, son contrôle sur la situation semblait se diluer à chaque minute qui passait. Le troisième ne faisait pas partie du quart. C'était un homme aux cheveux gris, au port sévère et à l'attitude dominante, qui se déplaçait dans la salle en donnant des ordres d'un ton martial, se permettant même des blagues impropres à un environnement nucléaire. « Avez-vous bien dormi ? Cette nuit, je veux tout le monde attentif, » répétait-il. Sa présence imposait le silence. Il s'agissait d'Anatoly Stepanovitch Dyatlov, 55 ans, ingénieur en chef adjoint de la centrale. Il était né dans une région reculée de Sibérie, dans une humble famille de pêcheurs, et avait quitté son foyer alors qu'il était à peine adolescent. Il fut diplômé en 1959 de l'Institut d'ingénierie physique de Moscou et développa une partie de sa carrière en installant des réacteurs nucléaires dans des sous-marins militaires. Dyatlov avait déjà vécu de près les conséquences d'un accident nucléaire. Durant son étape en Sibérie, il fut impliqué dans un incident grave qui ne fut jamais rendu public. L'enquête interne conclut qu'il avait fait partie de la chaîne d'erreurs qui l'avait provoqué, mais il fut tout de même exonéré.
Lors de cet épisode, il reçut une dose de radiation d'environ 200 rems, bien au-dessus de ce qu'une personne reçoit tout au long de sa vie. Des années plus tard, son fils mourut de leucémie, une maladie liée à l'exposition prolongée à la radiation. Ceux qui le connurent avant et après notèrent un changement profond. Il se consacra de manière obsessionnelle à son travail et son caractère, déjà dur en soi, devint inflexible et autoritaire. En 1973, il s'installa à Pripyat, où il participa à la construction de la centrale et assuma la charge de chef adjoint du réacteur numéro 4. Au sein de l'installation, c'était une figure respectée et crainte. Sa réputation professionnelle était incontestable, mais en son intérieur, il vivait avec une peur silencieuse. Il avait vu de près le pouvoir destructeur de l'atome et avait payé un prix personnel très élevé. Sa relation avec l'énergie nucléaire était marquée par une charge émotionnelle qui, cette nuit-là, s'avérerait décisive. Malgré tout, les trois hommes étaient des techniciens hautement qualifiés. La propagande soviétique insistait sur le fait que les opérateurs de ces centrales étaient les mieux préparés au monde. Et sur le papier, cette affirmation ne manquait pas de fondement. Hors de la salle de contrôle, le reste du personnel du quart de nuit effectuait son travail avec la tranquillité de l'habitude. Le week-end s'annonçait inconfortable, mais la proximité des célébrations du 1er mai rendait l'effort plus supportable. Le long de l'interminable couloir, de près d'1 kilomètre, qui parcourait la salle des turbines, marchait Sacha Yuvchenko. Son esprit était loin des indicateurs et des vannes. Il pensait à l'endroit qu'il avait découvert pour pêcher dans la rivière Pripyat et à son fils Kirill, qui commençait à montrer ses premières dents et ne laissait probablement pas dormir sa mère, Natacha, à peine à 3 kilomètres de là. Sans savoir pourquoi, cette nuit-là, Sacha ressentait une inquiétude difficile à expliquer. Contrairement à l'habitude, il portait tout l'équipement de protection. C'était quelque chose que les vétérans faisaient rarement et qui trahissait souvent les nouveaux venus. Il ne pouvait imaginer que cette décision, prise presque par instinct, ferait la différence entre la vie et la mort. Pendant que la salle de contrôle se remplissait de regards tendus et d'ordres contradictoires, l'horloge avançait sans s'arrêter. Ce qui jusqu'alors avait été une nuit inconfortable commença à se transformer en quelque chose de bien plus dangereux. L'expérience était sur le point de commencer, et avec elle, une chaîne de décisions qui n'aurait plus de retour en arrière. Avant d'avancer, rappelez-vous que vous pouvez profiter de narrations complètes comme celle-ci en les téléchargeant depuis le lien disponible dans la vidéo pour en profiter à tout moment et sans interruption gênante par des publicités. Ceci étant dit, continuons. L'activité inhabituelle de cette aube avait une cause concrète. L'exécution d'un test de sécurité conçu pour simuler une coupure totale de l'alimentation électrique. L'objectif officiel était de vérifier si le réacteur pouvait se maintenir stable durant l'intervalle critique, s'écoulant entre une perte d'énergie externe et l'entrée en fonctionnement des générateurs de secours. Dans les premiers instants, la procédure semblait se dérouler conformément aux prévisions. La puissance du réacteur a commencé à descendre de façon contrôlée jusqu'à se situer autour des 530 mégawatts. Suivant les instructions de l'expérience, l'opérateur a déconnecté les systèmes automatiques de régulation, une action qui supposait déjà une déviation significative des protocoles de sécurité établis. Selon les normes techniques, la puissance ne devait jamais tomber en dessous des 700 mégawatts durant ce type de test. La chute, cependant, ne s'est pas arrêtée. Les indicateurs ont continué de descendre lentement. Lorsque le niveau a atteint les 512 mégawatts, l'inquiétude s'est faite visible. Les ingénieurs savaient qu'en dessous de 500, le comportement du réacteur pouvait devenir imprévisible. L'ambiance dans la salle s'est tendue immédiatement.
Les doutes et avertissements ont commencé à affleurer, mais Anatoly Dyatlov est intervenu avec fermeté. Il a ignoré les objections et ordonné de continuer. L'un des techniciens a osé lui rappeler le contenu du protocole de sécurité. La réponse fut immédiate et tranchante. Dyatlov a clairement fait savoir que l'autorité dans cette salle lui appartenait exclusivement et qu'il n'admettrait aucune remise en question. Le silence s'est imposé. Personne n'a insisté, la sensation étant que le chef adjoint de l'ingénierie prétendait dominer le réacteur par la force de son expérience et de son caractère. Et, jusqu'à un certain point, cette confiance semblait reposer sur des décennies de travail avec la technologie nucléaire. Cependant, il existait un facteur que ni lui ni personne dans la salle ne connaissait. Un défaut caché dans la conception du réacteur qui le rendait particulièrement instable lorsqu'il opérait à de faibles puissances, juste dans la plage où ils évoluaient. Peu après minuit, la nervosité était évidente. Des techniciens marchant sans but, mains portées à la bouche, regards fixes sur les panneaux. Alexandre Akimov, responsable du quart de nuit, décida d'intervenir. Il prit Dyatlov à part et tenta de le convaincre d'arrêter le test. Il lui rappela qu'ils avaient largement franchi les marges de sécurité et que personne ne pouvait garantir que le réacteur répondrait de façon stable s'il continuait. La réaction fut violente. Dyatlov interpréta l'avertissement comme une insubordination et répondit par des menaces voilées. La discussion se termina de façon abrupte avec une phrase qui ferma toute possibilité de débat. Les réacteurs ne se trompent pas. Les erreurs sont humaines. Le test devait continuer. Dans les documents officiels, l'expérience avait un but civil: améliorer l'efficacité énergétique du réacteur. En réalité, Dyatlov savait que l'ordre venait de bien plus haut. C'était une directive émanant de Moscou et liée à des intérêts militaires. Ce test aurait dû être réalisé avant que le réacteur n'entre en fonctionnement, durant la phase de construction, mais il avait alors été jugé inutile. La situation avait changé après un événement qui avait secoué le haut commandement soviétique. En juin 1981, des avions israéliens traversèrent plusieurs pays du Moyen-Orient pour détruire la centrale nucléaire irakienne d'Ozirak, une installation de conception soviétique très similaire à celle de Tchernobyl. À partir de ce moment, les stratèges militaires commencèrent à envisager un scénario inquiétant. Que se passerait-il si une centrale soviétique subissait une attaque ou une coupure soudaine d'alimentation électrique pendant une guerre? L'expérience cherchait à répondre à cette question. Il s'agissait de mesurer le temps que mettaient les générateurs à s'activer et à maintenir opérationnels les systèmes de refroidissement et d'arrêt du réacteur après une perte d'énergie. La procédure était simple en apparence, mais exigeait de respecter strictement les marges de sécurité. Les ordres reçus par Dyatlov étaient clairs. La puissance devait se maintenir entre 500 et 1000 mégawatts. Cependant, il décida d'ignorer cette limite. Son intention était d'amener le réacteur jusqu'aux 200 mégawatts, un niveau qui ne figurait pas dans le protocole autorisé. Convaincu de son jugement, il considéra que les risques étaient acceptables. Dans cette salle, il n'y avait personne de rang supérieur ni d'expérience comparable. Et, surtout, il n'y avait personne prêt à le défier ouvertement. Son autorité ne se basait pas uniquement sur le poste, mais sur un système qui récompensait l'obéissance absolue et punissait la remise en question. Il ne s'agissait pas d'arrogance personnelle. Dyatlov était un produit de l'appareil soviétique. Il avait gravi les échelons grâce à lui et lui devait tout. Pour quelqu'un formé dans cet environnement, accomplir la mission était une obligation incontestable. L'énergie nucléaire, selon la doctrine officielle, était sûre et complètement maîtrisée. De plus, le prestige national était en jeu.
Ce test n'était pas une simple formalité technique. Son succès renforcerait l'image de supériorité technologique face aux États-Unis. Dyatlov savait que son action était observée, bien que personne dans la salle ne le dise à voix haute. Il existait aussi des motivations personnelles. Sa position au sein du parti commençait à s'affaiblir en raison de son traitement autoritaire envers le personnel. Son supérieur, Nikolai Fomin, était proche d'une promotion, et Dyatlov aspirait à occuper son poste. Un échec cette nuit-là pourrait mettre fin définitivement à ses ambitions. Le succès, en revanche, consoliderait sa carrière. Avec ce poids sur les épaules, il décida d'avancer. Le réacteur continua de descendre en puissance. Et avec chaque mégawatt perdu, la nuit se rapprochait un peu plus du point de non-retour. Pendant plusieurs minutes, Dyatlov semblait le seul à garder son calme, alors que les chiffres de l'indicateur de puissance continuaient de chuter. Cependant, lorsque le chiffre descendit en dessous des 250 mégawatts, son expression se durcit et il s'approcha de la console. Ce n'étaient pas les alarmes, qui sonnaient déjà avec insistance, qui l'inquiétaient, mais l'évidence. La descente ne s'arrêtait pas. Elle suivait son cours avec la même lenteur que jusqu'à ce moment. Le jeune Léonid Toptounov devint le point de mire de sa frustration. Dyatlov le réprimanda, l'accusant de négligence pour avoir permis que la puissance baisse trop. Techniquement, il ne s'était encore rien passé d'irréversible, mais le risque était évident. Cette nuit-là, dans la salle de contrôle, la peur des erreurs de Toptounov semblait dépasser la crainte face à l'énergie accumulée dans le réacteur numéro 4. À 0h36, un nouveau problème surgit. Une alarme signalait des niveaux bas dans les tambours du séparateur. Boris Stoliarchuk, un autre opérateur, avertit Toptounov et se disposa à corriger l'anomalie. Pour lui, ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire. Ils avaient déjà affronté des situations similaires à basse puissance. Cela arrive constamment, commenta-t-il plus tard, se rappelant la routine de son travail. Il considérait cela comme un incident contrôlable. Seulement 2 minutes plus tard, à 0h38, le réacteur s'arrêta complètement. La réaction de Dyatlov fut immédiate. Il perdit le contrôle, convaincu que le test était en train d'être ruiné par l'incompétence de son équipe. Il ordonna de redémarrer la puissance immédiatement, avec des instructions claires et dangereuses. Levez toutes sur les barres de contrôle du réacteur. Dès cet instant, le cœur du numéro 4 devint un mécanisme prêt à exploser à la moindre erreur. Les barres de contrôle régulent la réaction nucléaire. À Tchernobyl, le réacteur contenait 1660 et une barre d'uranium qui descendait jusqu'au cœur. La fission des atomes générait de la chaleur, transformant l'eau du fond en vapeur sous pression qui faisait tourner les turbines supérieures. Pour freiner la réaction, 211 barres de bord distribuées dans le cœur absorbaient les neutrons. En les levant, la puissance augmentait. En les baissant, elle se réduisait. Les retirer complètement signifiait perdre toute capacité de contrôle. C'était exactement ce que Dyatlov exigeait. Avec respect, selon les manuels et les simulations, la chose correcte serait d'éteindre le réacteur. Retirer les barres nous laisse sans contrôle, et le cœur est déjà instable. « Je ne veux pas d'excuses », répliqua Dyatlov d'une voix ferme. « Le test se fera tel que je l'ai ordonné. Toptounov, vous êtes relevé du contrôle des barres. Demain, nous parlerons de votre avenir. » La résistance des techniciens s'effondra en quelques secondes. Akimov obéit à l'ordre et commença à retirer les barres du réacteur. Il était minuit 42. Peu à peu, la puissance commença à monter jusqu'à atteindre le chiffre que Dyatlov attendait. En à peine 5 minutes, l'indicateur atteignit 160 mégawatts
et l'humeur de l'ingénieur s'adoucit, rendant son poste à Toptounov avec une certaine indulgence. Le jeune homme respira soulagé. Pour un instant, il avait échappé à la possibilité de perdre un poste qui garantissait des privilèges importants en Union soviétique. Être expulsé de la centrale était en pratique un billet sûr pour des destinations lointaines et hostiles, où la vie quotidienne était dure et précaire. Cependant, le danger ne disparut pas. À 0h52, l'alarme de bas niveau d'eau sonna à nouveau. Durant les 15 minutes suivantes, elle se déclencherait de façon répétée, signalant un risque qui n'était pas encore perçu comme catastrophique par la majorité des présents. Dyatlov, confiant, minimisa l'importance. À 200 mégawatts, il n'y a pas besoin de tant d'eau, commenta-t-il. Nous pourrions même répéter le test. Cela n'avait jamais été réalisé de cette façon, répliqua l'un des techniciens. Eh bien, maintenant, c'est nous qui le faisons, répondit Dyatlov d'un ton définitif. Le reste du personnel continuait ses tâches quotidiennes. Dans la salle des pompes, près du réacteur, la tâche la plus urgente était de réviser et peindre les tuyaux. La routine continuait, étrangère au danger qui grandissait silencieusement dans la salle de contrôle. À 1h, Toptounov réussit à stabiliser le réacteur aux 200 mégawatts requis. Le test pouvait commencer formellement. Akimov fit une dernière tentative pour documenter la décision. Il demanda que l'ordre de travailler à 200 mégawatts soit consigné par écrit, selon le règlement. Bien que Dyatlov considérât la demande comme un affront, il s'exécuta et laissa une trace dans le journal de bord, indiquant qu'il avait autorisé le test dans ses paramètres. Le monde hors de la centrale ignorait que l'installation était au bord de la catastrophe. La tension était invisible, mais croissante. Un tremblement subtil parcourut la structure du réacteur. L'incertitude et le chaos technique étaient sur le point de se transformer en désastre. L'aube de Tchernobyl avançait vers un moment que personne ne pourrait inverser. À 16h, Pripyat dormait sous la lumière tenue de quelques lampadaires et les couleurs de la grande roue décorée d'ampoules. Dans la rivière Pripyat, une paire de pêcheurs profitait de la tranquillité nocturne, lançant leurs lignes dans les eaux chaudes du circuit de refroidissement du réacteur. L'un d'eux travaillait à la centrale et connaissait bien le risque réel. Ces eaux, bien qu'étant à côté du réacteur, ne présentaient pas de danger. La haute température avait éliminé presque tous les micro-organismes, ce qui les rendait même plus propres qu'un ruisseau de montagne. Pendant que la ville dormait, à la centrale, Nikolai Fomin, l'ingénieur en chef et supérieur de Dyatlov, se reposait aussi. Fomin avait étudié l'ingénierie nucléaire par correspondance, mais n'était pas un spécialiste de terrain. Sa compétence réelle résidait dans la politique. Il gérait des contacts au parti, et cela lui avait permis de s'élever jusqu'à la direction de Tchernobyl. Il déléguait les décisions techniques à Dyatlov, le véritable responsable de l'opération du réacteur numéro 4. À la différence de Dyatlov, qui connaissait chaque détail du réacteur, Fomin faisait une confiance aveugle au manuel et à sa propre ignorance. Il croyait qu'un accident grave était aussi improbable qu'une météorite frappant la centrale. Même les techniciens conscients des risques s'attendaient, dans le pire des cas, à une panne temporaire qui laisserait le réacteur hors service pour quelques jours et générerait des questions inconfortables de Moscou. Selon les calculs d'Akimov, la probabilité d'un incident catastrophique était d'1 sur 10 millions par an. Mais Fomin, Dyatlov et Akimov ignoraient des faits critiques. Des défauts de conception systématiquement ignorés ou dissimulés, fruits de la négligence et de la corruption. Ni le KGB, qui avait averti de façon répétée des risques du réacteur, ne put influencer la prise de décision. La construction du numéro 4 avait été accélérée, sacrifiant la sécurité pour respecter les délais et permettre à la direction du parti
de s'accrocher des médailles. Même la couverture du réacteur, qui aurait dû être ignifuge, fut faite avec des matériaux improvisés pour éviter des mois de retard. L'improvisation avait été constante depuis la construction. Beaucoup d'incidents mineurs furent réduits au silence, et le fossé entre les manuels officiels et la réalité de la centrale s'agrandit jusqu'à cette nuit-là. Le test d'arrêt, en théorie, aurait dû être réalisé avant que le réacteur n'opère. De plus, les capteurs du réacteur, conçus pour surveiller la réaction, étaient insuffisants. De nombreuses zones du cœur restaient sans supervision efficace. Les barniers de bord étaient seulement partiellement insérés, régulant la zone supérieure, tandis que l'énergie s'accumulait dans la partie profonde du cœur, invisible pour les opérateurs. À cela s'ajoutait un autre problème critique, l'empoisonnement au xénon. La fission produisait de l'iode 135, qui se désintégrait en xénon 135, un absorbant de neutrons qui réduit la réaction. Le flux de neutrons nécessaire pour consommer le xénon n'était pas présent, ce qui causait une accumulation d'énergie thermique sans être détectée. À ceci s'ajoutait que le réacteur fonctionnait depuis des heures avec seulement la moitié du refroidissement actif et le système d'urgence était déconnecté. De grandes bulles de vapeur se formaient dans le cœur, bloquant le transfert de chaleur et augmentant la tension interne. Les opérateurs voyaient une puissance apparemment normale, ignorant que la majeure partie de l'énergie était contenue dans les éléments combustibles. Dans ces conditions, Dyatlov était sur le point de déclencher un désastre. Le test commença. Le flux vers la turbine fut coupé, laquelle continua de tourner par inertie. Les générateurs diesel mirent 40 secondes à s'activer. L'intention était de mesurer si le flux résiduel pouvait maintenir le refroidissement, mais, sans le savoir, la température du cœur commençait à monter dangereusement. La pression augmentait dans la partie non supervisée, déplaçant la vapeur et la chaleur vers des zones critiques. Un ouvrier qui passa par la salle du réacteur vit quelque chose d'impossible. Les couvercles du cœur, où s'insèrent les barres de combustible de 500 kg chacune, se soulevaient comme si elles dansaient. La pression interne déformait la structure, et les alarmes indiquaient une augmentation de puissance inattendue. Les techniciens, sans comprendre encore l'ampleur du danger, réagirent avec urgence. On ordonna d'appuyer sur AZ5, le bouton d'arrêt d'urgence. Toptounov tourna la clé qui activait le système automatique. Toutes les barres de bord devaient s'insérer dans le cœur. Mais la conception du réacteur fit le contraire. Les barres avaient une pointe en graphite qui, en entrant, provoqua une augmentation instantanée de la puissance. En quelques secondes, l'énergie à l'intérieur du cœur se multiplia des centaines de fois. Le chaos devint physique. La pression brisait les barres et déformait les éléments de combustible. Un cri résonna dans la salle. « Les couvercles se soulèvent. Il faut évacuer !» L'alarme n'était plus virtuelle. Le réacteur était en train de se transformer en une bombe. Finalement, l'explosion se produisit. Le couvercle de 1200 tonnes du réacteur fut projeté en l'air en fragments. Le sol trembla comme lors d'un tremblement de terre, et la lueur illumina Pripyat. Un nuage de radiation, des millions de fois supérieur à ce qui est tolérable par tout être vivant, se libéra sans retenue. La centrale, qui semblait sûre, s'était transformée en un scénario de destruction instantanée. Le cœur avait libéré son énergie accumulée en quelques minutes et l'ampleur du désastre dépassait toute prévision. L'explosion ne fut pas seulement physique, mais nucléaire. Les particules radioactives s'échappèrent dans l'air, affectant immédiatement la zone proche et compromettant la sécurité de milliers de personnes.
L'erreur humaine, les défauts de conception et l'improvisation convergèrent pour produire ce qui serait le pire accident nucléaire civil de l'histoire. L'explosion du réacteur numéro 4 ne libéra pas seulement de la radiation et du feu. Elle déclencha aussi la première réponse humaine face à la catastrophe. Alors que le cœur continuait de brûler et que le monde extérieur ignorait encore le désastre. Après l'explosion, le reste du monde demeura étranger à la tragédie pendant plusieurs minutes. Les premières nouvelles arrivèrent à la ville voisine d'Ivankiv, où la caserne de pompiers reçut un appel urgent. « Et caserne de pompiers 252 ? Oui, que se passe-t-il ? Ici, 353, le toit du réacteur numéro 4 de Tchernobyl est en feu. » Sans perdre de temps, les pompiers initièrent l'opération d'extinction, qui se prolongea durant toute l'aube. Les premiers à arriver furent les membres de la brigade de Tchernobyl, dirigée par le lieutenant Vladimir Pravik, qui décéderait des mois plus tard en raison de la radiation reçue. Personne ne les informa du risque nucléaire que supposaient la fumée et les cendres. Au début, ils crurent qu'il s'agissait d'un incendie électrique commun. Nous ne savions pas que c'était le réacteur. Personne ne nous l'avait dit. Les équipes disposaient uniquement de combinaisons ignifuges, de casques et de masques à oxygène. L'exposition à la radiation fut immédiate et létale. Cette nuit-là, 2 pompiers moururent et plus de 20 succomberaient dans les mois suivants en raison de la radiation accumulée. Les tentatives d'éteindre le feu avec de l'eau durant l'aube furent inutiles. Au contraire, l'eau générait de la vapeur, inondait les couloirs et salles adjacentes, mais ne parvenait pas à éteindre les blocs de graphite chauffés au rouge dispersés dans la centrale. Le graphite, provenant du cœur du réacteur, emportait avec lui la radiation, le transformant en un danger extrême. Il y avait des centaines de petits incendies qui surgissaient en différents points de la centrale. L'un des pompiers, s'approchant du cratère du réacteur avec un dosimètre pour mesurer la radiation, vit l'aiguille de l'instrument se bloquer au maximum. Il eut à peine le temps de réagir. La chaleur et la radiation le terrassèrent. Ce lieu marqua le registre le plus élevé de radiation connu jusqu'alors. 30 000 Roentgen, des millions de fois plus que la dose mortelle. Malgré tout, les équipes continuèrent de travailler, conscientes qu'un feu incontrôlé pouvait s'étendre à d'autres zones et provoquer une explosion nucléaire encore plus grande. La majorité des pompiers avaient reçu une formation sur la radiation et connaissaient les risques. Ils savaient qu'ils jouaient leur vie dans la tâche la plus dangereuse de leur carrière, mais comprenaient que leur intervention était cruciale pour éviter un désastre encore plus grand. Au lever du jour, les incendies les plus dangereux de la salle des turbines avaient été contrôlés, bien que certains pompiers aient reçu des doses critiques de radiation et soient tout de même restés à des postes stratégiques face à la possibilité de nouveaux foyers. Ce furent les premiers héros de Tchernobyl. La salle des turbines contenait des matériaux extrêmement inflammables, comme du pétrole et de l'oxygène, qui pouvaient provoquer des explosions dévastatrices si le feu atteignait d'autres zones. L'information initiale sur l'ampleur de l'accident provenait directement de ces hommes qui affrontaient un ennemi invisible, la radiation. Pendant ce temps, à Moscou, le chef du gouvernement soviétique Nikolaï Ritchkov dormait lorsque l'explosion se produisit. 3 heures et demie s'écoulèrent jusqu'à ce que son téléphone officiel sonne. L'appel provenait du ministre de l'Énergie qui informa d'un accident à Tchernobyl et mentionna que les fonctionnaires locaux parlaient d'une explosion. Ritchkov sollicita un rapport complet à 9 heures du matin et se rendit au Kremlin pour coordonner la réponse. Son premier appel confirma le plus grave. C'était le réacteur, camarades. Il y a des victimes de radiation. Il agit selon le protocole.
une commission fut formée et il assuma la direction de la crise. Pour le moment, Mikhaïl Gorbatchev, secrétaire général du Parti communiste depuis 13 mois, ne fut pas informé, ni le public russe. Plus tard, Gorbatchev recevrait l'appel officiel. Camarades, un accident s'est produit à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Sans information suffisante, la communication fut brève et succincte. La lumière de l'aube permit d'observer la portée réelle de la tragédie. Le bâtiment qui contenait le réacteur numéro 4 était réduit à un amas de décombres et d'acier tordu, duquel émanait une fumée épaisse qui s'élevait à plusieurs milliers de mètres. La reconnaissance aérienne confirma le désastre. Le cœur, exposé à l'air, montrait du graphite en combustion et du combustible nucléaire fondu. La température atteignait les 2500 degrés Celsius, générant un effet de cheminée qui propulsait la fumée radioactive vers l'atmosphère. Les nuages qui se formaient n'avaient pas de cap prévisible. Leur déplacement dépendait du vent et de la climatologie. La radiation commença à s'étendre à l'échelle régionale et rien ne pouvait garantir qu'elle ne traverserait pas les frontières internationales. Durant 3 jours, l'émission radioactive continua, libérant 2 milliards de curies, 10 fois plus que les chiffres initialement rapportés par les soviétiques. Pendant des années, les détails de l'accident et les actions des liquidateurs furent cachés, tant par l'Union soviétique que par les puissances occidentales, préoccupées et par les implications pour leur propre industrie nucléaire. Une grande partie de ce que l'on sait aujourd'hui est due à des journalistes et photographes qui ont documenté le désastre dans des conditions extrêmes. L'un d'eux fut Igor Fyodorovitch Kostin, photographe couvrant pour l'agence de presse Novosti APN à Kiev. Cette aube-là, un pilote militaire le réveilla pour survoler Tchernobyl et prendre des images d'un incendie à la centrale. Kostin ignorait l'ampleur réelle de l'accident. Le feu avait déjà été partiellement contrôlé quand ils arrivèrent, mais ils furent tout de même témoins de la scène chaotique, avec des véhicules militaires et du personnel manœuvrant comme s'ils luttaient contre un ennemi invisible. Depuis les airs, il devint clair que ce qu'ils affrontaient n'était pas un incendie conventionnel, mais un cœur nucléaire hors de contrôle qui avait libéré de l'énergie, de la chaleur et de la radiation dans l'environnement, initiant le cauchemar qui marquerait l'histoire de Tchernobyl. Pendant que les pompiers luttaient contre le feu à la centrale et que les hélicoptères survolaient le réacteur en flammes, Moscou commençait à recevoir l'ampleur de la tragédie. Cependant, les décisions tardives et le déni initial du leadership soviétique retardèrent la protection de la population. Il était 5 heures du matin lorsque Mikhaïl Gorbatchev, leader de l'Union soviétique, reçut la première nouvelle directe sur l'explosion à Tchernobyl. On ne savait pas encore que le réacteur numéro 4 avait été détruit ni que de grandes quantités de matière radioactive avaient été libérées dans l'atmosphère. Selon ses propres souvenirs, les premières heures suivant l'accident ne permirent pas de comprendre l'ampleur réelle du désastre. Au lieu de convoquer immédiatement le reste du leadership ou de déclarer une session d'urgence, Gorbatchev délégua l'enquête à une commission dirigée par Boris Shcherbina, vice-président du Conseil des ministres. Pendant ce temps, les citoyens de Pripyat et des environs restaient exposés à une radiation croissante, sans recevoir d'avertissement ni d'instruction d'évacuation. Personne n'osait prendre la décision de protéger la population. Le premier vol de reconnaissance en hélicoptère eut lieu environ 24 heures après l'explosion. Les fonctionnaires qui descendirent sur la centrale restèrent sous le choc devant ce qu'ils voyaient. Shcherbina admit dans ses mémoires qu'au début, il était presque impossible d'assimiler la scène. La destruction du réacteur, la fumée radioactive et les restes du cœur
mettait en évidence que la catastrophe était bien plus grande que ce qu'ils avaient imaginé. La réaction initiale de l'équipe fut le déni et la confusion, suivie d'une réticence à assumer la responsabilité de ce qui s'était passé. L'historien Seri Plocki explique qu'il y eut un déni généralisé, tant parmi ceux qui travaillaient à la centrale que parmi les autorités. À mesure que les niveaux de radiation augmentaient, les fonctionnaires s'inquiétaient, mais manquaient de pouvoir de décision pour ordonner l'évacuation. La complexité de l'accident et la méconnaissance réelle de la situation empêchaient que quelqu'un assume un risque politique direct en prenant des mesures immédiates. Durant les premiers jours, l'information sur l'accident fut minime. La stratégie initiale du gouvernement fut de cacher la gravité de l'événement et de ne filtrer que des données contrôlées. La télévision soviétique mit 18 jours à informer le public sur la catastrophe. Les fonctionnaires craignaient que reconnaître l'ampleur du désastre ne les implique dans des responsabilités personnelles et politiques, et ils faisaient face à la difficulté d'interpréter un accident dont l'échelle dépassait même la compréhension des spécialistes en énergie nucléaire. Selon Adam Higginbottom, auteur de Minuit à Tchernobyl, il existait une dimension psychologique dans ce déni. Le désastre était si immense que même des techniciens expérimentés ne pouvaient l'assimiler immédiatement. L'ampleur et la complexité de l'accident excédaient tout protocole antérieur ou expérience professionnelle. Même lorsque certains experts recommandèrent l'évacuation immédiate, la bureaucratie soviétique se montra paralysée. Armen Abadjian, directeur d'un institut de recherche nucléaire basé à Moscou, pressa Tchetcherbina d'évacuer Pripyat. Il signala que les enfants jouaient dans les rues, que le linge pendait pour sécher et que l'atmosphère était contaminée. Cependant, les régulations existantes n'obligeaient pas à déclarer l'évacuation et personne ne voulut assumer la responsabilité d'agir, par peur de représailles politiques ou de la perception d'une faille du système. L'absence d'action dans les premières heures permit que la population reste dans un environnement hautement radioactif. Personne ne pouvait prévoir que ce délai transformerait le désastre en un accident aux conséquences historiques. L'indécision et le déni initial ne furent pas une simple erreur administrative, mais le reflet d'un système où l'information était filtrée et la responsabilité dangereuse à assumer. Après le retard à reconnaître le désastre et le refus initial d'assumer des responsabilités, l'évacuation devint la première mesure visible de réaction face au désastre. Cependant, elle arriva trop tard, et la population avait déjà été exposée à une radiation dangereuse. 30 heures après l'explosion, une caravane de près de 3000 autobus arriva à Pripyat. Les véhicules parcoururent les rues avec des mégaphones, annonçant que la ville devait être complètement évacuée. La distribution de comprimés d'iode commença en priorisant les enfants. Étonnamment, il n'y eut pas de panique massive. Il y eut de la hâte et une certaine confusion, mais l'évacuation se déroula avec un calme relatif. La population faisait confiance à l'explication des militaires. Le départ serait temporaire, de 3 jours, suffisant pour garantir que la centrale était sous contrôle et qu'il n'y avait pas de danger. Les habitants avaient 2 heures pour rassembler leurs affaires et se réunir devant leur maison, où les autobus les récupéreraient. En montant dans les véhicules, peu pouvaient imaginer qu'ils laissaient derrière eux pour toujours une vie qu'ils ne récupéreraient jamais. Certains refusèrent de partir, surtout des personnes âgées qui avaient survécu à l'occupation nazie, aux bombardements et aux exécutions. Si Hitler n'avait pas pu les expulser de leurs terres, pensaient-ils, un réacteur nucléaire ne le ferait pas non plus. Ces quelques-uns défièrent de l'ordre officiel et se cachèrent dans leur foyer, où ils seraient retrouvés morts des semaines plus tard. En à peine 3 heures, Pripyat resta complètement vide.
L'interminable file d'autobus s'éloignait en laissant une ville silencieuse et déserte. Les passagers du convoi devinrent les premiers réfugiés atomiques d'Europe, bien qu'ils eussent déjà reçu des doses significatives de radiation. Leurs corps commencèrent à subir des changements immédiats. Beaucoup tomberaient nés malades, développeraient un cancer, et plusieurs mourraient avec le temps. Seuls restaient dans la ville les militaires et la délégation scientifique du Kremlin, réunis dans un hôtel avec vue sur la centrale. De là, ils débattaient de la situation tout en étant exposés aux mêmes niveaux de radiation que les évacués. L'évaluation des spécialistes ne reflétait pas encore la réalité. Comme le rappela Gorbatchev, c'étaient des personnes indagues, des spécialistes. Je ne pouvais pas croire qu'ils fassent quelque chose d'irresponsable. Ils ont sous-estimé la situation. Nos critères antérieurs ne servaient en plus. Il y avait eu des accidents nucléaires dans notre pays et aux États-Unis, mais toujours en secret. Jamais rien de cette ampleur. Ils ont même cru que le réacteur pourrait fonctionner à nouveau dans quelques mois. Pendant ce temps, les gouvernements étrangers commençaient à noter des anomalies. Hans Blix, directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, reçut l'appel de la ministre de l'énergie suédoise. Ils avaient détecté des niveaux de radiation extrêmement élevés près de la centrale de Forsmark, à l'est de la Suède. Ils soupçonnaient que la source provenait de l'extérieur, probablement de l'Union soviétique, et cherchaient une confirmation. Les premières rumeurs sur l'ampleur du désastre se propagèrent rapidement. Les satellites espions du Pentagone pointèrent vers l'Ukraine et détectèrent les ruines de Tchernobyl. Depuis l'espace, on observait clairement que le cœur continuait d'être incandescent, libérant fumée et radiation. Le secret ne pouvait plus être maintenu. L'Union soviétique se vit obligée d'informer les autorités internationales. Gorbatchev, frustré par l'information fragmentée et déformée qu'il recevait, décida de prendre le contrôle direct de l'affaire. Il ordonna au KGB d'assumer la supervision complète de l'accident et de lui rapporter tous les détails. L'état de la centrale, les actions de confinement et les débats de l'équipe scientifique. Cependant, entre l'arrivée de l'information et sa véracité, la situation empirait. Des milliers de tonnes de matière radioactive incandescente continuaient de bouillir à plus de 3000 degrés au cœur du noyau sans que personne ne sache comment l'arrêter. Les émissions continuaient et le nuage de radiation se déplaçait lentement à travers l'Europe, gouverné seulement par le vent et la météorologie, étendant la contamination et le danger au-delà des frontières soviétiques. Avec la ville évacuée et le nuage radioactif s'étendant sur l'Europe, la responsabilité retomba sur ceux qui restaient dans la zone d'exclusion. Les liquidateurs devinrent la première ligne de défense, exposant leur vie pour contenir un danger qu'aucune machine ne pouvait affronter seule. Après l'évacuation de Pripyat, des files interminables de camions transportèrent des employés de la centrale, pompiers, soldats, ouvriers et volontaires vers la dite zone d'exclusion, un périmètre de sécurité de 30 km autour du réacteur. Leur mission était d'affronter les conséquences de l'explosion et de minimiser les dommages, peu importe les risques personnels. On commença à appeler ces hommes « les liquidateurs ». Beaucoup ignoraient la véritable ampleur du désastre. On leur dit seulement qu'il y avait eu un accident dans une installation gouvernementale et qu'ils devaient aider aux travaux de nettoyage et de confinement. Ils venaient de différents endroits de l'Union soviétique, âgés entre 20 et 45 ans. Dans les camions, les conversations étaient brèves et directes. « Où allons-nous » ? Là où on te l'indique. Combien de temps ? Le nécessaire. Y aura-t-il un paiement ? En temps voulu. Initialement, on tenta d'utiliser des robots pour boucher le cratère et ramasser le graphite radioactif. C'étaient des prototypes avancés de l'armée et de l'agence spatiale, avec l'aide d'entreprises japonaises.
Leur objectif était de remettre le graphite dans le cratère pour le contenir. Mais la radiation interférait avec leur système, les laissant inopérants et même instables. Certains tombaient en panne de manière extrême et chutaient dans le cratère. On essaya alors de jeter des matériaux neutralisants depuis des hélicoptères, mais l'échelle de la tâche dépassait les machines. La seule alternative viable était les hommes, la ressource la plus abondante et disciplinée de l'Union soviétique. Ainsi, une armée de travailleurs, volontaires et réservistes fut organisée pour affronter le réacteur, sans équipement adéquat et exposée aux dangers directs. Le toit du réacteur était couvert de fragments de graphite hautement radioactifs, capables de tuer un homme en moins d'1 heure. On tenta d'utiliser des robots, mais ils échouèrent. Alors, un bataillon de jeunes réservistes monta sur le toit du réacteur numéro 3. Ils ramassaient le graphite avec les mains, brisaient des vitres et déplaçaient des décombres, conscients que chaque seconde pouvait être fatale. 3 minutes d'exposition équivalaient à la dose de radiation de toute une vie, et dans de nombreux cas, initiaient la mort en quelques heures. Durant 7 mois, plus de 700 000 hommes affrontèrent dans la radiation sans la protection minimale nécessaire. Ils ne disposaient que de combinaisons blanches et de masques de fumigation, connus comme groins de cochon, qui provoquaient des plaies sur le visage et offraient une protection limitée. Certains utilisèrent des plaques de plomb improvisées comme costumes, lourdes et inconfortables, mais d'une efficacité douteuse. Les liquidateurs firent face au feu, au graphite incandescent et à la radiation extrême, conscients que leur effort était vital pour éviter une seconde explosion de proportions catastrophiques, comparable à une bombe à hydrogène. Grâce à leur sacrifice, on évita que la tragédie ne s'étende au-delà de l'Ukraine et de la Biélorussie. Beaucoup moururent, d'autres tombèrent malades de façon irréversible, et tous restèrent marqués par l'expérience. Malgré le risque, chaque fois qu'on avait besoin d'un volontaire pour des tâches critiques, tous faisaient un pas en avant. C'était la discipline soviétique. Refuser était impensable. Ils furent des héros invisibles qui affrontèrent le monstre atomique et assurèrent que le désastre n'atteigne pas des dimensions encore plus grandes. La tâche assignée aux liquidateurs était simple en théorie, mais mortelle en pratique. Chaque homme devait enfiler une combinaison de plus de 30 kilos, faite de chutes de plomb et d'autres matériaux improvisés, et monter sur le toit du réacteur pendant à peine 3 minutes. Leur objectif était de ramasser tous les décombres et restes de graphite radioactif qu'ils trouvaient et de les renvoyer à l'intérieur du cratère. Là, la radiation était 20 fois supérieure à la dose létale. Après 3 minutes, la combinaison passait au volontaire suivant. Le photographe Igor Kostin a documenté l'opération. Ces images montrent que les hommes coupant des plaques de plomb avec des ciseaux et ajustant les costumes improvisés. Chaque action était réalisée avec précision et rapidité. Toute erreur pouvait être fatale. La tension était palpable. Personne ne parlait, personne n'essayait de se distraire. Chaque mouvement se faisait avec le sérieux de celui qui sait qu'il marche sur la mort. Beaucoup de volontaires ignoraient la portée réelle de leur mission. À certains, on offrit des incitations comme de l'argent ou des voitures, tandis qu'aux militaires, on présentait le choix entre 3 minutes sur le réacteur ou 3 ans en Afghanistan. La majorité opta pour la centrale nucléaire, confiant qu'au moins là-bas, ils auraient une chance de survivre. Mais la réalité les frappait en enfilant la cuirasse et en comprenant l'ampleur du risque. Des caméras en circuit fermé furent installées pour superviser les mouvements sur le toit. Depuis une salle de contrôle, les équipes recevaient des instructions exactes. Déplacer une pierre, ramasser des tiges d'acier, placer des planches pour permettre le passage par une marche. Tout devait se faire en quelques secondes.
la marge d'erreur était minime. Chaque tâche était apparemment simple, mais tout retard signifiait recevoir des doses létales de radiation. Malgré tout, des héros émergèrent, des hommes conscients que l'avenir de l'Ukraine, de l'Europe et du monde dépendait de leur action. Ils savaient que le trou béant du réacteur pouvait causer la mort à des milliers de kilomètres s'il n'était pas contenu. Ils avancèrent avec décision, guidés par le devoir, laissant derrière eux la peur et la préoccupation pour leur propre sécurité. Costin se souviendrait « Je suis prêt à me mettre à genoux devant la mémoire de ces gens. Ils sont malades et oubliés, personne ne demande de leurs nouvelles. » L'information sur les liquidateurs et leurs actions a été partielle et fragmentaire. De nombreux noms se sont perdus et les détails de leur exposition radioactive restent incertains. On estime que, seulement dans les premiers jours, près de 9000 hommes furent victimes directes de la radiation durant la phase la plus critique du confinement. Mais l'urgence ne se limitait pas au toit. Il y avait un danger encore plus grand. Le magma radioactif du cœur pouvait s'infiltrer vers le sous-sol et contaminer l'aquifère qui approvisionnait en eau une grande partie de l'Ukraine et, éventuellement, le fleuve Dniepr et la mer Noire. Si cela se produisait, la contamination aurait été irréversible. Pour résoudre cela, un plan extrême fut conçu. Le 12 mai 1986, 17 jours après l'explosion, 17 mineurs de Toula, à 1000 km de Tchernobyl, reçurent l'ordre de se présenter à Moscou en 24 heures. Leur tâche était de creuser un tunnel sous le réacteur pour installer un système de refroidissement qui refroidirait le cœur par le bas. Le 13 mai, les travaux commencèrent. Les mineurs creusèrent un tunnel de 150 mètres et construisirent une salle souterraine de 30 mètres sur 30 mètres pour abriter un système d'azote liquide. L'exposition à la radiation et à la chaleur était constante. La température atteignait les 50 degrés et les capteurs enregistraient au moins un Röntgen par heure dans certaines zones. Malgré les conditions extrêmes, l'opération avança avec précision et discipline. Durant ce mois, 10 000 mineurs et ouvriers de Russie et d'Ukraine participèrent à la construction de la salle de confinement. La majorité étaient jeunes, entre 20 et 30 ans, avec une formation limitée en radiation, mais avec un engagement absolu envers la mission. Ils savaient que chaque jour de retard pourrait signifier que la radiation atteigne l'eau potable et affecte des millions de personnes. L'action de ces hommes fut décisive. Tandis que les liquidateurs sur le toit contenaient de la radiation directe, les mineurs travaillant sous terre pour empêcher que le cœur incandescent ne détruise le sous-sol. Les deux groupes, exposés à des niveaux mortels, agirent avec coordination et courage. Leur sacrifice évita un désastre encore plus grand, préservant des vies dans toute l'Europe et limitant la propagation de la radiation. Alors que les liquidateurs luttaient en surface et que les mineurs travaillaient sous terre, la radiation avait déjà commencé à affecter de manière silencieuse ceux qui étaient le plus près du réacteur. Bien que les pires risques immédiats aient été contenus, les conséquences sur la santé seraient le chapitre suivant de la tragédie. La blessure invisible de Tchernobyl. Les effets de la radiation ne se limitèrent pas aux premiers jours après l'explosion, ils se prolongèrent durant des semaines, des mois et des années. Parmi le personnel de la centrale et les équipes d'urgence, les dommages immédiats furent sévères et déterministes. Dans les premières heures, 2 personnes moururent directement, une par l'explosion et une autre par une thrombose coronaire. Une troisième décéda de brûlures thermiques durant l'aube du jour suivant. Par la suite, 28 autres moururent dans des hôpitaux spécialisés, totalisant 30 et un décès dans les premières semaines. Au total,
499 personnes exposées avec des symptômes graves furent hospitalisées pour observation et 237 d'entre elles reçurent un diagnostic initial de syndrome d'irradiation aiguë. Les symptômes dépendaient de la dose reçue. Diarrhée, vomissements, fièvre et rougeur de la peau furent communs dans les premières 24 heures. La diminution des lymphocytes dans le sang, observée entre 24 et 36 heures, fut un indicateur de gravité, spécialement dans les cas les plus sévères. La population générale de Pripyat et des environs ne reçut pas de dose suffisante pour développer un syndrome aigu. En Biélorussie, par exemple, 11 600 personnes furent étudiées entre mai et juin 1986 sans que des cas de maladies aiguës dues à la radiation ne soient détectés. Parmi ceux qui reçurent des doses plus élevées, entre 6 et 16 Gray, les symptômes apparaissaient rapidement. Vomissements entre 15 et 30 minutes après l'exposition, fièvre intense, diarrhée et signes d'intoxication. Les muqueuses s'enflammaient, s'asséchaient et s'ulcéraient, compliquant la respiration et l'ingestion d'aliments. Les brûlures par radiation bêta ajoutaient des difficultés. Dans les 2 premières semaines, la baisse drastique des globules blancs et des plaquettes compromettait la capacité à combattre les infections et à maintenir la coagulation. La mortalité dans ce groupe fut élevée. 20 patients sur 21 décédèrent, malgré un traitement médical intensif. Avec des doses plus faibles, les symptômes furent moins graves et la survie s'améliora significativement. Les vomissements et la fièvre apparaissaient plus tard. La réduction des globules blancs et des plaquettes était moindre et les brûlures de radiation, bien que douloureuses, n'étaient pas mortelles. Pour des expositions de 1 à 2 gris, aucun décès prématuré ne fut enregistré. La contamination affecta particulièrement le secteur agricole, mais les forêts furent négligées. Les radionucléides présents dans la végétation et les aliments forestiers continuèrent de représenter un risque important pour la population. En Biélorussie, les forêts contaminées couvraient approximativement 10% du territoire, générant des problèmes de santé et des pertes économiques millionnaires. Rien que les dommages dans les forêts biélorusses furent estimés à plus de 8 milliards de dollars. Des zones de forêts radioactives furent établies, où les interventions se limitèrent à la prévention des incendies, la surveillance et le contrôle des nuisibles. Le rétablissement complet de ces écosystèmes prendrait des décennies. Actuellement, les chercheurs de l'Institut forestier de Biélorussie étudient des méthodes pour accélérer la réhabilitation forestière et réduire l'exposition de la population à la radiation provenant de ces environnements. Bien que l'explosion et le confinement immédiat soient ce dont on se souvient le plus de Tchernobyl, les effets à long terme sur la santé et l'environnement montrent que la catastrophe ne s'est pas terminée quand les pompiers et les mineurs se sont retirés. La radiation a continué et continue d'affecter les personnes et les écosystèmes, laissant une blessure invisible qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Alors que les conséquences de la radiation commençaient à se manifester silencieusement dans la population et les forêts, la question de savoir pourquoi un désastre d'une telle ampleur s'était produit devenait inévitable. Comprendre la structure et le fonctionnement du réacteur RBMK, ses particularités et les risques cachés qu'il contenait devint la clé pour expliquer comment une explosion pouvait provoquer un dommage de portée continentale. Ce qui semblait être un accident imprévisible ne l'était pas tout à fait. Derrière la fumée et la destruction se trouvait une conception avec des défauts structurels qui amplifièrent la tragédie. Le RBMK, acronyme de Réactor Bolchoï Moshchnosti Kanalny, réacteur de grande puissance à tube de force, était une conception nucléaire développée exclusivement en Union soviétique. Au début du XXIe siècle,
plusieurs étaient encore opérationnels, mais on en construisait plus de nouveaux et leur continuité était sous pression internationale. Il est issu des réacteurs refroidis par iode et modérés par graphite, initialement conçus pour produire du plutonium, comme l'AM, un Dobninsk, qui a opéré depuis 1954. Ce double objectif, électricité et plutonium militaire, a marqué la conception des RBMK ultérieures. Une caractéristique clé était l'utilisation d'eau légère comme réfrigérant et de graphite comme modérateur. Cela permettait d'employer de l'uranium naturel ou légèrement enrichi, évitant des processus complexes d'enrichissement. Cependant, cette configuration générait de l'instabilité. Le cœur contenait de longs tubes de pression verticaux à l'intérieur d'un bloc de graphite. L'eau circulait par les canaux et pouvait bouillir partiellement à des températures proches de 290 degrés Celsius, similaires à un réacteur à eau bouillante. Le comportement du RBMK dépendait du graphite. Lorsque l'eau bouillait et que des bulles de vapeur se formaient, l'absorption de neutrons par le réfrigérant diminuait, augmentant la réactivité. Cela générait un coefficient de vide positif. Moins d'eau, plus d'énergie libérée. De plus, le RBMK avait un coefficient de puissance positif, ce qui pouvait provoquer des accélérations incontrôlées de la réaction. Cette combinaison n'existait pas dans les réacteurs occidentaux et rendait le RBMK particulièrement instable avec de l'uranium naturel. La conception permettait de remplacer le combustible sans arrêter le réacteur, un avantage pour la génération continue d'électricité et de plutonium. On pouvait aussi utiliser des combustibles retraités à faible enrichissement, mais cela renforçait l'instabilité. Le cœur était blindé avec une structure métallique scellée et des gaz inertes pour protéger le graphite, entouré de béton et de sable pour absorber la radiation. Mais la conception était pensée pour des incidents mineurs, pas pour des accidents graves. Après 3 Mile Island, des protections partielles furent ajoutées, mais il n'y eut jamais de bâtiment de confinement complet. L'assez à hauteur du réacteur et la nécessité de grues empêchaient une couverture totale, laissant les conduites supérieures vulnérables. Cette faiblesse fut cruciale à Tchernobyl. Lorsque la pression interne augmenta, le couvercle supérieur fut expulsé, rompant les conduites et libérant la radiation vers l'extérieur. Après l'accident, les RBMK restants furent modifiés, le combustible fut réduit, on employa de l'uranium plus enrichi et les barres de contrôle furent améliorées pour éviter des augmentations initiales de puissance lors de leur insertion. Des 13 RBMK construits, les 4 de Tchernobyl furent fermés, tout comme l'un des 2 d'Ignalina en Lituanie. Les restants continuèrent d'opérer durant des années sous stricte supervision, comme rappel d'une conception qui combinait ambition industrielle, limitation d'ingénierie et pression politique. Comprendre la construction et les défauts du RBMK permet de voir que le désastre ne fut pas dû uniquement à des erreurs humaines, mais aussi à une conception avec des failles graves. Cependant, derrière la tragédie, il y eut aussi des décisions administratives et des responsabilités individuelles. Pour explorer comment ces décisions furent prises et qui fut désigné comme responsable, nous devons connaître l'histoire de Viktor Bryukhanov, directeur de la centrale durant l'accident. Viktor Petrovitch Bryukhanov est né le 1er décembre 1935 à Tachkent, alors partie de l'Union soviétique. Fils aîné de 4 frères, il reçut la seule éducation supérieure de sa famille, diplômé en ingénierie électrique à l'Institut polytechnique de Tachkent. Ses parents travaillaient dans des métiers modestes. Son père était vitrier et sa mère femme de ménage. Sa carrière professionnelle commença à la centrale thermique d'Angren, où il passa de tâches basiques comme opérateur de pompe et désaérateur à des postes de supervision en peu de temps.
En 1970, le ministère de l'énergie soviétique lui offrit de diriger la construction de la première centrale nucléaire en Ukraine, un poste qui capitalisait toute son expérience. Après le désastre de Tchernobyl, les enquêtes pointèrent les opérateurs et gérants, incluant Bryukhanov, comme responsable. On lui imputa des violations de sécurité, de la négligence dans l'évaluation des niveaux de radiation et l'envoi de personnel dans des zones contaminées. Dès le jour même de l'accident, une enquête criminelle fut ouverte. Bryukhanov fut interrogé alors qu'il restait formellement à la tête de la centrale. Peu après, il fut convoqué à Moscou, où le Politburo l'accusa de mauvaise gestion. Selon les rapports, on considéra que l'explosion avait été causée par des erreurs opérationnelles combinées à des défauts de conception du réacteur. Le Premier ministre Mikhaïl Gorbatchev exprima son indignation, signalant que durant des années des problèmes structurels de l'industrie nucléaire avaient été cachés. Après la réunion, Bryukhanov fut expulsé du Parti communiste et soumis à une enquête plus approfondie. Le 19 juillet, la télévision d'État annonça officiellement l'accident. La nouvelle fut dévastatrice pour sa famille. Sa mère subit un infarctus et décéda en l'apprenant. Durant l'enquête, Bryukhanov découvrit des documents de l'Institut Kourtchatov qui révélaient des défauts de conception des réacteurs, information qui lui avait été refusée pendant 16 ans. Le procès commença le 6 juillet dans la ville de Tchernobyl. Les 6 accusés furent déclarés coupables et Bryukhanov reçut une condamnation de 10 ans qu'il purgea dans une colonie pénitentiaire à Donetsk. Après 5 ans, il fut libéré pour bonne conduite et se réincorpora à la vie professionnelle dans un monde post-soviétique, travaillant au ministère du Commerce international de Kiev et plus tard chez Ukrinterenergo, entreprise d'État chargée de gérer les séquelles de Tchernobyl. Durant le reste de sa vie, Bryukhanov soutint que ni lui ni son équipe ne furent directement responsables du désastre. Des études postérieures, incluant celles de l'Agence internationale de l'énergie atomique, conclurent que la catastrophe fut le résultat d'une combinaison de défauts du réacteur, de désinformation et de décisions erronées, plus que d'une seule personne. L'accident de Tchernobyl ne fut pas un événement isolé. Il marqua un avant et un après dans l'histoire de l'énergie nucléaire, dans la politique soviétique et dans la conscience mondiale sur les risques invisibles de la technologie moderne. L'explosion du réacteur RBMK numéro 4, le 26 avril 1986, ne libéra pas seulement de la matière radioactive, mais laissa aussi une blessure profonde dans la société, la politique et la science, qui continue de résonner des décennies plus tard. Dans le domaine technologique, Tchernobyl obligea à repenser la sécurité nucléaire dans le monde entier. Les RBMK, jusqu'alors présentés comme des réacteurs efficaces et fiables, montrèrent leur véritable fragilité. Une conception avec des coefficients de vide et de puissance positifs, sans confinement complet, capable de générer un désastre d'ampleur continentale. Après l'accident, des modifications furent mises en œuvre dans les réacteurs existants, comme l'utilisation d'uranium plus enrichi, des changements dans les barres de contrôle et l'amélioration des systèmes de surveillance. Cependant, la plus grande leçon fut conceptuelle. Aucun réacteur ne peut être considéré comme complètement sûr. La planification, l'ingénierie et l'opération doivent être accompagnées de transparence, de protocoles stricts et d'une culture de sécurité qui ne dépendent pas de l'obéissance aveugle des travailleurs. En Europe et dans le monde occidental, Tchernobyl généra un effet immédiat de peur envers l'énergie nucléaire. Des pays comme l'Italie, l'Allemagne et la Suisse révisèrent leur politique nucléaire. Certains abandonnèrent des projets de construction de réacteurs et d'autres mirent en place des contrôles stricts sur ceux existants. La radiation invisible qui s'étendit par l'air, transportée par le vent jusqu'en Scandinavie et dans le reste du continent,
transforma l'invisible en peur palpable. Pour la première fois, des millions de personnes comprirent que la menace nucléaire n'était pas limitée aux arsenaux militaires. Elle pouvait se manifester dans la vie quotidienne, à travers l'air, l'eau ou les aliments. Le désastre créa une peur moderne de l'intangible, de ce qui ne se voit pas, et qui peut altérer silencieusement la santé et l'environnement. Au sein de l'Union soviétique, l'impact fut encore plus profond. Tchernobyl n'exposa pas seulement la fragilité technologique, mais aussi la faiblesse politique et administrative de l'État. Le déni initial, la dissimulation d'informations et le retard dans l'évacuation révélèrent les limitations d'un système centralisé qui priorisait l'image sur la sécurité. Pour des millions de citoyens, la catastrophe fut la preuve tangible que l'URSS pouvait échouer lamentablement, même dans des domaines où elle était supposée être leader, science, technologie et organisation industrielle. Certains historiens soutiennent que Tchernobyl a accéléré le déclin de l'État soviétique en augmentant la méfiance envers les institutions et en ouvrant un espace pour la critique publique qui, jusqu'alors, était presque inexistante. L'impact social de Tchernobyl fut aussi durable. Des villes comme Pripyat furent abandonnées pour toujours, et des centaines de milliers de personnes devinrent des déplacés internes. L'exposition à la radiation laissa une sonne blessure invisible. Problèmes de santé, maladies chroniques, mutations génétiques et séquelles psychologiques qui continuèrent de se manifester des années plus tard. La société soviétique apprit, de la manière la plus dure possible, que les erreurs technologiques peuvent se transformer en tragédies humaines et que les sacrifices individuels, comme ceux des liquidateurs, sont essentiels pour les contenir. La reconnaissance et la mémoire de ces hommes et femmes devinrent un symbole de résilience et d'héroïsme silencieux. Tchernobyl transforma aussi la perception mondiale de l'énergie nucléaire comme outil civil. Avant 1986, les atomes pacifiques étaient associés au progrès, à l'industrialisation et à l'abondance d'énergie. Après le désastre, l'image changea. L'énergie nucléaire devint synonyme de risques latents et de menaces invisibles. Les politiques énergétiques incorporèrent des évaluations de risques plus strictes, une planification de contingence, des protocoles d'évacuation et des systèmes de surveillance continue. Les agences internationales, comme l'Organisation internationale de l'énergie atomique, OIEA, renforcèrent leurs standards et promurent une plus grande coopération pour prévenir de futurs accidents. La sécurité nucléaire cessa d'être seulement un sujet technique. Elle devint une affaire éthique et sociale. L'héritage environnemental de Tchernobyl reste présent. La zone d'exclusion est devenue un écosystème inopinément prospère, où l'absence humaine a permis la régénération de la flore et de la faune. Cependant, les forêts contaminées et les sols radioactifs rappellent que la récupération complète est lente. Les générations futures hériteront des restes de la contamination et devront gérer ces risques, bien que le monde ait appris à détecter et mesurer la radiation avec une précision bien plus grande qu'en 1986. Finalement, Tchernobyl demeure un avertissement. C'est la démonstration que l'ambition technologique sans limite, l'opacité administrative et le manque de prévision peuvent déclencher des catastrophes. La leçon n'est pas seulement technique, mais humaine. Il faut de la transparence, de la responsabilité et du respect pour la vie. Chaque réacteur, chaque politique et chaque décision administrative portent avec eux la possibilité d'un désastre. Et la mémoire de Tchernobyl nous rappelle qu'ignorer cette réalité peut être fatal. L'accident laissa des traces visibles. Ville vide, réacteurs fermés, victimes de radiation. Mais il laissa aussi un impact invisible. Peur, méfiance et apprentissage sur les limites du pouvoir humain face à la nature et à la technologie. En ce sens,
Tchernobyl ne s'est pas terminé avec l'explosion. Son héritage reste vivant dans la politique, la science, la société et la conscience collective mondiale. Aujourd'hui, regarder en arrière et se souvenir de Tchernobyl signifie reconnaître tant la fragilité de nos créations que la capacité de sacrifice humaine. Cela signifie comprendre que l'énergie nucléaire peut générer progrès et destruction, et que les erreurs du passé doivent guider nos décisions futures. L'avertissement de Tchernobyl demeure: l'invisible peut tuer et la responsabilité n'est jamais optionnelle. Tchernobyl ne fut pas seulement un accident nucléaire, ce fut un rappel douloureux des limites de la technologie et de la fragilité de la vie face à l'invisible. Héros oubliés, décisions humaines et erreurs de conception ont laissé un héritage qui continue de façonner l'énergie nucléaire et notre relation avec la sécurité mondiale. Chaque histoire, chaque sacrifice et chaque leçon demeurent comme des avertissements pour l'avenir. Rappelez-vous que vous pouvez télécharger ces narrations depuis le lien de la vidéo et en profiter sans publicité gênante, pour revivre l'histoire avec tranquillité et détail. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres histoires qui ont changé le monde.